Et on se retrouve effectivement pour la dernière session de cette matinée, toujours en retard, et j'en suis désolé. Nous allons nous intéresser cette fois à l'archivage électronique. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'être entouré de trois experts du sujet. Tout d'abord, Jean-Marc Rich. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Fabien. Jean-Marc, vous êtes président fondateur de Pineapply. Vous nous en direz quelques mots dans un court instant. Également avec nous, Pierre Fuseau. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Fabien, et puis bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Pierre, tu es directeur général chez Cerda Conseil, entre autres casquettes. Et enfin, Hervé Streif. Bonjour Hervé. Eh bien, écoutez, je vous propose de vous laisser un petit temps de parole pour vous présenter. Peut-être pour commencer par ordre alphabétique par Pineapply, côté Jean-Marc. Oui, donc bonjour, merci. Donc Pineapply fait partie du groupe LuxTrust, qui est un groupe luxembourgeois qui lui-même fait partie de Poste Luxembourg et qui a été créé en 2005 sur la base de la signature électronique. Pineapply a rejoint le groupe en 2022 pour venir compléter préoccupations jusque-là traitées, à savoir signature électronique, mais aussi identité numérique, puisqu'en fait, LuxTrust gère l'ensemble de l'identité numérique des citoyens luxembourgeois et des travailleurs qui viennent au Luxembourg, que ce soit d'Allemagne, de France ou de Belgique, mais n'avait pas jusqu'alors une solution de conservation sécurisée de données, ce qu'apporte Pineapply. On aura l'occasion effectivement d'en reparler, moi-même ayant été consultant pendant une vingtaine d'années sur ces sujets, avec effectivement au niveau de l'histoire, la chance de démarrer le premier tiers archiveur en Europe. Super. Pour continuer un petit peu, quelques mots sur Cerda Conseil, côté Pierre. Oui, Cerda Conseil fait partie du groupe Cerda Archimag et du coup, on fête nos 40 ans cette année et on a relu un article de 1985 qui disait textuellement l'IA va révolutionner le management de l'information. Et on est en plein dedans en fait, hein, donc ça c'est génial. Et du coup, on s'est constitué en société à mission avec une raison d'être, hein, puisqu'on est très très engagé sur le carbone, l'eau, la nature et l'humain. Et donc la raison d'être est accompagner les organisations publiques ou privées pour préserver la mémoire. Donc là, on va en parler effectivement avec l'archivage électronique et partager le savoir dans un monde digital en adoptant une démarche de sobriété. On en parlera également, numérique et centré sur l'humain. Super, merci beaucoup. Et enfin, et pas des moindres, quelques mots sur Xeliance, Hervé. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est tout bon. Oui, impeccable, super, j'ai résolu mes problèmes de son. Ah, trop bien. Donc, voilà, donc Xeliance, on est un groupe créé il y a 6 ans maintenant. Historiquement, on travaille sur le domaine de l'archive physique avec l'Ocarchive Archiveco, l'intégration de GED, notamment DocuWare, avec CDDoc, et l'édition de solutions open source, notamment solutions courrier et SAE, avec notre filiale qui est Marche. Et très récemment, depuis fin de l'année dernière, on a intégré une entreprise qui s'appelle Sodoc, qui fait de la GED intégrée dans les environnements SharePoint, Office 365, et Xeliance Intégration Service, qui est notre activité d'intégration, notamment au niveau des ECM, Alfresco, Nixeo et Vitam. Voilà. Donc aujourd'hui, on est 800 collaborateurs pour 11 000 clients et 85 millions d'euros de chiffre d'affaires, et on répartit nos activités sur des activités de confiance numérique et notamment l'archivage électronique et d'optimisation de processus, notamment sur les process BPO et GED. Super. Eh ben, merci beaucoup à tous pour ces présentations. Alors, pour rentrer quand même assez rapidement dans le vif du sujet, puisqu'effectivement, on a beaucoup de choses à se dire pour se terminer cette matinée. Peut-être d'abord, Pierre, je me tourne vers toi pour poser un petit peu le contexte autour de cette conférence. Quel est un petit peu l'état des lieux en matière de gouvernance de la donnée et comment finalement le marché de l'archivage électronique français évolue-t-il depuis ses débuts? Si éventuellement on peut remonter à aussi loin. Eh bien, comme vous le savez, nous publions un rapport sur la gouvernance de l'information qui embarque ce volet-là, et ce depuis 2011. Donc, je suis reparti de 2011, et en 2011, la question c'était quelle est votre
votre compréhension sur la maîtrise des risques. Donc, parce qu'effectivement, la maîtrise des risques, elle est complètement en rebond par rapport à l'archivage électronique. Et en 2011, eh bien, il y avait 4%, je dis bien 4%, des répondants qui disaient, ben, on le prend en compte, c'est quelque chose d'important. Et puis, le Covid est passé par là et donc, à nouveau la même question en 2021 et 2021, on passe de 4% à 50%. Donc la grosse prise en compte en fait, de la maîtrise des risques, elle est, sur 2021 et le dernier chiffre de 2024-2025, on est entre 66 et 67% de répondants qui prennent en compte. Donc le sujet maîtrise des risques, il est vraiment posé et il est vraiment en énorme augmentation. Alors, au regard effectivement du sujet de l'archivage électronique, on reprend. Alors, je suis remonté à moins loin quand même sur 2018. Donc sur 2018, on était sur 10%, 10,5% pour être très très précis, des engagements en termes d'archivage électronique, projet mis en œuvre. Donc on est sur 10%. Après, on saute à 2020. Là, on a une progression qui est, c'est pas encore une explosion, on est sur 15%, donc on est à 5% de plus. Ceci étant, ça fait quand même 50% d'augmentation par rapport à 10%. Et puis, en 2025, on repose la même question, où en êtes-vous des projets? Et les projets, on est sur 35% de réalisés. Donc, l'ensemble des organisations publiques et privées, on est sur 3 fois plus qu'en 2018, donc il y a très très peu d'années. Et on pose la question subsidiaire qui est, et avez-vous des projets déjà engagés? Donc, alors, quand on dit engagés, ça veut dire sur 2025, 2026, parce qu'un projet d'archivage électronique, on est sur 1 an et demi, 2 ans ou des choses comme ça. Et donc, on est effectivement sur 24%. Donc, globalement, on est sur 59% en 2026, on va se retrouver effectivement sur à peu près 60% de projets qui auront été impactés. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et avec ça, on est en train de rejoindre la GED qui s'est toujours stabilisée autour de 70 à 80%. Donc l'archivage électronique, c'est vraiment en très très forte augmentation et de manière très réaliste et concrète. Oui, une belle évolution du marché, effectivement. Hervé, Jean-Marc, je pense que vous êtes les mieux placés justement pour parler du dynamisme éventuellement du marché. Justement, est-ce que les constats de Cerda Conseil et de Pierre sont en adéquation avec vous, ce que vous observez sur le terrain? Oui, oui, tout à fait. Enfin, moi, je pense qu'on est passé effectivement par rapport aux dates. On a le pré-Covid, le post-Covid. Avant, bon, c'était longtemps qu'on demandait SAE avec Jean-Marc, tous nos confrères. Au début, on avait des équipements de SAE plutôt dans des logiques on-premise. Et en fait, ce qu'on constatait, c'est qu'il y avait assez peu d'équipements. Et quand il y avait des équipements, il y avait assez peu de volume en réalité. Donc, peu de ressources sur investissement. On voit aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup plus d'équipements et des équipements plus faciles, notamment avec des exploitations de SAE en mode SaaS, et qu'on voit les volumes rentrer. Donc c'est ça la grosse différence, et notamment sur certains comptes et très gros comptes, on rentre dans des problématiques de gestion de très haute volumétrie, ce qui est plutôt positif et qui repose un peu, qui rebat un peu les cartes sur un peu les architectures et les gammes de produits qu'on peut faire. Je dirais qu'on passe tous aujourd'hui sur des nouvelles gammes de SAE qui permettent de gérer sur des architectures microservices, des très grosses capacités et avec des considérations de sécurité qui sont beaucoup plus élevées qu'on pouvait le voir avant. Jean-Marc, est-ce que vous voulez compléter un Moi, je petit dirais peu? pour compléter ce que vient de dire Hervé, parce que j'ai eu la chance de vivre l'archivage électronique à son début en 2001. Donc c'est à la fois loin et pas si loin que ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on était véritablement dans une situation où il fallait évangéliser. C'était pas forcément simple. Et on s'est heurté assez vite, en fait, à une vraie difficulté qui était à l'époque de faire en sorte que l'archivage électronique était vu comme la dématérialisation de l'archivage papier. Et il a fallu un certain temps pour détricoter tout ça, pour montrer effectivement que l'archivage numérique, c'était différent. Et arriver à ce que vient de dire Hervé, c'est-à-dire avec maintenant une utilisation de l'archivage électronique en mode SaaS, qui évidemment en mode papier n'est absolument pas envisageable. Et je pense qu'on a encore effectivement des progrès à faire quant à la convergence de la GED vers effectivement cette notion d'archivage numérique, parce que c'est une demande que je ressens assez souvent au niveau des utilisateurs, de pouvoir retrouver une donnée, quel que soit l'endroit où elle se trouve, et sans être obligé de se poser la question, est-ce que c'est dans l'archivage, est-ce que c'est dans la GED, est-ce que c'est ailleurs, etc.
C'est vrai qu'en tant qu'utilisateur, on a besoin de la retrouver, il faudrait pouvoir le faire. Mais il y a encore du travail. C'est pour ça qu'on est là. Tout à fait. Un petit mot quand même sur les évolutions réglementaires, puisque fatalement, elles ont un impact particulièrement conséquent sur le marché de l'archivage, évidemment. Je pense à IDAS V2, je pense aussi à tout ce qui est Cloud Act, au contexte récent aux États-Unis, par exemple, avec la réélection de Donald Trump, entre autres. Comment justement ces nouvelles réglementations ou ces réglementations qui évoluent impactent le marché, peut-être Jean-Marc, pour évoquer quelques textes de loi. Oui, alors EIDAS V2 est important puisque ça reconnaît le service d'archivage électronique, ce qui n'était pas le cas de EIDAS V1. Donc ça va pouvoir être validé, on va pouvoir voir arriver des services qualifiés à horizon, je dirais fin d'année, voire plutôt début 2026. Sachant que juste pour information, il y a des pays comme la Belgique, le Luxembourg, voire la principauté de Monaco qui avait monté déjà des services qualifiés en matière d'archivage électronique. On peut juste regretter, c'est juste une parenthèse sur EIDAS V2, qu'il n'y a pas de numérisation fidèle. Malheureusement, c'est le cas. En ce qui concerne les États-Unis, les réglementations au niveau des États-Unis, c'est vrai que quand on parle de Patriot Act, Cloud Act et compagnie, ça rejoint un sujet qui a été évoqué dans les précédentes conférences, qui est celui de la souveraineté. Et si j'ai un conseil à donner, c'est effectivement l'archivage électronique lorsque c'est sur territoire européen. Il faut le faire effectivement sur territoire européen, avec des solutions européennes, de telle sorte qu'effectivement on ne soit pas soumis aux lois qui sont les lois américaines, que je respecte par ailleurs, mais qui sont construites de telle sorte qu'on n'arrivera jamais à trouver un consensus par rapport à ce qui existe en Europe. Et si on veut effectivement exporter des solutions qui ont été développées en Europe, il faut effectivement les transposer complètement aux États-Unis, mais éviter d'avoir des tuyaux, alors, autant que faire se peut, bien évidemment, hein, c'est pas toujours possible, mais éviter d'avoir des tuyaux qui passent sous l'Atlantique par rapport effectivement à ces sujets-là. Hervé, Pierre, si vous voulez rebondir. Alors peut-être effectivement rebondir sur EIDAS V2 parce que voilà, je surveille la chose de près puisqu'on travaille de manière très active sur la France en termes de lobbying, c'est-à-dire qu'on a monté une commission d'organisation au niveau CEN, donc le comité l'organisme de normalisation européen, pour remonter globalement les concepts de la journalisation chaînée, ce qu'on a dans la 42013 au niveau européen, parce qu'en fait c'est uniquement des textes au niveau européen ou internationaux qui peuvent être référencés dans les actes d'exécution de IDAS V2. Donc ça, la bonne nouvelle, c'est que le texte, le Technical Standard au niveau CEN a été voté il y a moins d'un mois maintenant, et qu'il est à l'étude pour être référencé dans l'acte d'exécution pour le service qualifié d'archivage électronique. Donc là, on est en plein dedans aujourd'hui, donc on va voir d'ici, je pense, courant juillet, enfin fin juin, un peu la teneur du contenu de cet acte d'exécution, et ensuite il va falloir mettre en place les dispositifs de qualification des opérateurs pour le faire. Moi je dirais que ça va prendre un peu de temps et je ne sais pas encore comment le marché va s'orienter. Si on regarde le marché de la signature électronique, vous savez, vous avez différents niveaux, notamment le niveau de signature qualifiée et les autres substantielles, simples, etc. Et en fait, aujourd'hui, le marché n'est pas du tout sur le qualifié. Il y a très peu de signatures qualifiées. C'est utilisé uniquement quand c'est concrètement imposé, par exemple, en cas de démarche publique, et ça génère un coût. Est-ce que ça va pas être pareil sur l'archivage électronique? Est-ce que tout va être dans le qualifié? Je ne suis pas certain. Il va falloir attendre de voir comment, en gros, les réglementations imposent ce qualifié dans les différents process. Ça va être certainement être éligible à des documents qui sont eux-mêmes signés avec des signatures qualifiées, ce qui n'est pas la majorité du cas. Alors ça va, on va avoir beaucoup plus de qualifiés dans les années qui viennent, notamment avec l'identité numérique du citoyen, parce que c'est un peu ça le frein aujourd'hui de la signature qualifiée. Et je pense que ça va venir, mais il n'y a pas de critères d'urgence. Je pense que c'est quelque chose qui va se déployer tranquillement sur une durée de 3, 4, 5 ans. Voilà. Et on va voir comment le marché va réagir. Ce qui est sûr, c'est que l'archivage qualifié ne pourra pas être au même coût que l'archivage qu'on a, par exemple, certifié NF461 aujourd'hui, parce qu'il y a des engagements juridiques qui ne sont pas du tout les mêmes, et des contraintes particulières sur le qualifié qui vont exister. Voilà. Hervé, au-delà de l'archivage qualifié que vous évoquez, à juste titre d'ailleurs, quels sont un petit peu les enjeux des organisations aujourd'hui en matière d'archivage électronique, justement? Alors, l'enjeu principal que je vois aujourd'hui, c'est arriver à répondre aux exigences réglementaires, comme il y a des flux qui sont complètement réglementaires. Je parle de la facture, des notes de frais, enfin,
des process. Donc là, il n'y a pas le choix de le mettre dans un coffre-fort électronique, un système de marché électronique. L'autre enjeu, c'est de travailler sur la gouvernance des données globales et notamment la gestion un peu du vrac numérique. On voit pas mal apparaître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un peu tout le monde a développé par exemple des sites SharePoint, il y a tout le legacy, vous savez, des documents qui sont dans les énormes répertoires réseau des entreprises, et à un moment on ne sait plus quelle est la bonne version qui est applicable, laquelle est engageante, et notamment où elle est stockée, et notamment est-ce qu'elle est vulnérable par rapport à des lois extraterritoriales. En fait. Donc en fait, il y a un vrai enjeu de structurer cette approche du vrac numérique et de repositionner le SE pour dire conserver proprement au moins ce qui est engageant. Voilà, donc il y a deux activités, des activités de reprise, je dirais, de fonds qui ont été gérées de manière un peu non maîtrisée, et de structurer des nouveaux process pour pouvoir anticiper l'archivage beaucoup plus dans une logique de record management qu'on pouvait le faire auparavant. Jean-Marc, il y a aussi cet enjeu de souveraineté qui est quand même cher aux yeux de Pineapple. Oui, c'est très important, et je me permets juste un petit retour en arrière sur la notion de qualification pour éclairer aussi ceux qui nous écoutent. C'est vrai qu'il y a une différence essentielle entre une certification par rapport à une norme et une qualification au sens IDAS ou d'autres lois. La qualification est effectivement une composante légale, c'est-à-dire ça s'appuie sur le règlement européen, si on parle de IDAS, et ça veut dire qu'il y a un engagement de l'Europe quant au fait que si le service est qualifié, d'ailleurs, il va bénéficier d'une présomption de fiabilité, et le client va avoir droit au remboursement de la charge de la preuve. Et autant, je suis complètement d'accord avec Hervé sur la signature électronique qualifiée qui, elle, est complexe à mettre en œuvre par rapport effectivement au manque d'identité numérique aujourd'hui pour un certain nombre de citoyens. Autant je pense que du côté de l'archivage électronique, pas mal d'organisations vont préférer travailler tout de suite avec des services qualifiés parce qu'effectivement, c'est une véritable sécurité juridique. Et en particulier sur cet aspect souveraineté, donc je reviens effectivement au sujet que vous posiez, parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai souci. C'est compliqué et beaucoup d'entreprises ne s'en rendent pas forcément compte, mais de plus en plus, le capital de l'entreprise est immatériel. Il y a beaucoup de données qui sont effectivement des données qui sont numériques. Et beaucoup d'entreprises, de chefs d'entreprise ne font pas suffisamment attention à ça, ce qui peut poser effectivement de graves soucis. Alors après, quand on parle de souveraineté, ça veut tout dire et ne rien dire, mais c'est avant tout effectivement une notion de sécurité, une notion de confidentialité renforcée. Et c'est vrai qu'au niveau de Pineapple, on a fait extrêmement attention par rapport à tout ça pour effectivement être capable de répondre aux préoccupations des clients, en pouvant effectivement répondre aux exigences, soit effectivement stocker l'information dans un pays comme la France ou le Luxembourg, voire en principauté de Monaco où nous sommes installés, soit effectivement rester en Europe de toute façon. Et comme je le disais tout à l'heure, si on a des clients qui sont sur un autre continent, à ce moment-là, on déporte complètement la solution sans lien avec l'Europe pour effectivement garantir cette souveraineté. Et surtout faire en sorte que la souveraineté, ce ne soit pas aussi un droit qu'aujourd'hui ont les administrateurs sur un système d'information. Et les administrateurs, aujourd'hui, c'est le reproche qu'on peut leur faire, ont droit d'accès à l'information, ce qui n'est pas normal. Donc, ça s'explique parce qu'il y a effectivement un début dans tout. Et aujourd'hui, il faut effectivement aussi corriger le tir par rapport à ça. Et c'est très important de savoir qu'un administrateur il a des droits pour effectivement faire en sorte que le système fonctionne, mais ce n'est pas pour autant qu'il doit avoir des droits sur la donnée. Donc ça, c'est aussi un sujet qu'on a traité avec Pineapple. Même un super administrateur n'accède pas à l'information. Merci pour tous ces éléments sur les enjeux. Alors effectivement, maintenant, comment y répondre justement? Comment assurer l'intégrité des documents qui sont finalement des conteneurs de données? Sur quelle technologie est-ce qu'on peut s'appuyer? Quelles sont les méthodes un peu qu'on peut mettre en place? Je ne sais pas qui voudrait se lancer pour répondre à cette vaste question. Moi, je veux bien me lancer. On a historiquement une approche un peu latine ou franco-française, je dirais, qu'on a retrouvée historiquement dans la norme 42.013, qui était un peu un précurseur de la blockchain. C'est-à-dire qu'en fait, on calcule l'empreinte numérique d'un document, on va stocker cette empreinte numérique dans une base de données ou dans un log, et quand on a besoin de vérifier que le document n'a pas été falsifié, on va recalculer l'empreinte et on compare par rapport à ça. Le risque qu'on a dans ce dispositif, c'est que quelqu'un a également falsifié la base de données ou le log qui contient l'empreinte. Donc pour éviter ça, on va créer des blocs, je dirais, d'enregistrement
on va chaîner entre eux. Donc, c'est des blocs chaînés, une forme de blockchain où, à la différence de la blockchain telle qu'on l'entend, elle n'est pas diffusée sur un ensemble d'acteurs, mais elle est maîtrisée par un tiers de confiance. Donc ça, c'est l'approche, je dirais, euh, française ou plutôt latine qui est sur un très très niveau de sécurité. L'approche plutôt anglo-saxonne va beaucoup moins loin. Elle va se contenter de faire ce qu'on appelle un peu de l'audit trace, c'est-à-dire simplement enregistrer en fait ce qui s'est passé dans un système, une base de données, mais ne va pas jusqu'à la logique de journalisation chez nous. Voilà. Donc déjà au niveau européen, vous voyez, on peut avoir différents types d'approches. Là, il arrive également d'autres techniques, et notamment ce qu'on appelle le ledger, ce qui est également un nouveau service de VIDAS V2 qui est en fait une blockchain mais de confiance. Et certains disent ouais, il suffit d'ancrer en fait cette fameuse empreinte dans une blockchain pour garantir l'intégrité. En fait, c'est pas du tout, c'est que ça va juste en fait déporter la fonction de journalisation d'un système d'archivage électronique ou d'un coffre chez un autre tiers de confiance. Vous auriez pu faire exactement la même chose en signant vos journaux et faire constance à l'opérateur qui a signé les journaux en fait. Donc c'est un procédé technique. En aucun cas ancrer un document dans une blockchain ne garantit que ce document ne va pas être perdu, va pas être accessible, vous allez gérer les droits, enfin toutes les autres fonctions que gère un système d'archivage électronique ou un coffre. Voilà. Donc il y a un peu d'ambiguïté, c'est pour ça qu'on fait des communications en ce moment avec la FNTC autour de ça, pour pouvoir le faire. Il y a une troisième technique également de gestion de l'intégrité qui peut se voir plutôt dans les côtés Allemagne et pays anglo-saxons, qui est la technique d'enrichissement de signature. C'est-à-dire, il suffit en fait d'avoir signé un document pour préserver son intégrité. Et effectivement, dans une signature électronique, vous avez l'empreinte numérique du document que vous êtes plus signé. Et en fait, l'idée de ça, c'est de se dire, effectivement, le jour où l'empreinte numérique n'est plus suffisamment robuste, c'est-à-dire que son algorithme de calcul ou sa longueur de clé n'est plus suffisante, en fait, je vais resigner le document pour préserver, je dirais, la robustesse cryptographique de ce document dans le temps. Donc globalement, le faire toi-même, c'est un peu compliqué. Donc vous allez confier à un tiers le fait de re-signer un document périodiquement pour le faire. Donc c'est un peu la troisième technique qui peut être vue sur le marché. Donc c'est vrai que aujourd'hui, il y a différentes méthodes avec des avantages, des contraintes. Donc, nous, bien sûr, on essaye de défendre notre valeur de la journalisation chaînée, qui présente le gros avantage de pouvoir je dirais, factoriser la gestion cryptographique des empreintes. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez 1 million de documents dans un SAE. Le jour où l'empreinte numérique n'est plus suffisamment robuste, on va lancer un batch de recalcul de l'ensemble de ce 1 million et créer un log de dire, voilà, je t'ai créé une nouvelle empreinte. Et ça coûte beaucoup moins cher qu'aller re-signer individuellement tous les documents derrière. Voilà. Donc, il y a des avantages techniques, économiques de chacune des solutions. Je rebondis très, très, très rapidement en fait sur ce que tu viens de dire de manière tout à fait claire. On parle de préservation. Quand on parle effectivement d'archivage électronique, on parle effectivement d'intégrité, etc. Mais en général, plutôt sur du long terme. On est sur des durées de conservation, je dirais largement au-delà de 10 ans, 10 ans étant effectivement un standard 1. Et donc, à partir de là, il y a des formats effectivement qui sont réglementaires ou effectivement sécurisés. En revanche, ces formats peuvent être amenés à être modifiés dans le temps pour conserver la lisibilité. Et donc, du coup, ces migrations, parce qu'on les appelle comme ça, ces migrations doivent être à la fois tracées, documentées, et est-ce qu'on les re-signe, est-ce qu'on les re-signe pas, etc. Donc ça fait partie des politiques d'archivage qu'il faut effectivement poser. Et ensuite, il faut effectivement les exécuter avec la traçabilité, le dossier en fait de migration qu'il faut mettre en place. Et évidemment, il faut les outils. Les outils, Jean-Marc en a parlé, Hervé aussi. Et donc, autour, il faut l'habiller effectivement sur ce qu'on appelle la politique d'archivage électronique qu'il faut avoir en tête et qu'il faut avoir écrite, rédigée, validée et faire évoluer le cas échéant. Il y a aussi la question de l'accessibilité aux documents malgré tout. Comment ça s'opère? Comment on peut garantir l'accès aux documents qui ont été versés? Peut-être pour Jean-Marc, cette question. Oui, donc en termes d'accessibilité, on revient déjà sur la notion de droit d'accès, bien évidemment. Hein, n'importe qui ne peut pas accéder à l'information. Mais au-delà de ça, je dirais, se pose la question de garantir l'accès dans le temps. Et ça veut dire qu'on va être amené à lutter contre l'obsolescence technologique, à la fois matérielle et logicielle. Donc, sur la partie matérielle, je dirais, dans le temps, c'était ce qu'on pratiquait avec des migrations. Hein, on passait d'un support vers un autre.
qui n'était pas forcément facile, et c'était souvent une source de stress. Maintenant, c'est un peu plus facile et c'est surtout laissé à la charge des hébergeurs, mais ça permet effectivement d'avoir une évolution en termes de support, que ce soit du SSD ou du support froid, comme on évoque aujourd'hui, qui coûte un peu moins cher. Et puis, ça permet aussi de réserver ce qui va arriver dans une dizaine d'années ou peut-être avant, avec en particulier le support ADN de synthèse. Pour info, on va être capable de stocker, en théorie en tout cas, mais quelque chose comme 2 pétaoctets de données sur 1 gramme d'ADN. Donc ça laisse quand même pas mal de perspectives. Mais à côté de cet aspect pur matériel, qui va évidemment en évoluant, on a également l'obsolescence logicielle, qui reprend le point du contrôle d'intégrité, bien évidemment, puisque là, comme on est dans le monde numérique, on utilise des algorithmes cryptographiques, que ce soit pour le calcul d'empreintes, que ce soit pour la signature, qu'il s'agit de chiffrement. Et il faut effectivement être très très vigilant par rapport effectivement à l'évolution de ces algorithmes, puisque c'est systématiquement le principe du gendarme et du voleur. Donc, dès l'instant que vous avez un algorithme qui s'affaiblit, il faut évidemment arrêter de l'utiliser, le remplacer par un autre, mais faire en sorte d'avoir toujours une longueur d'avance. Parce qu'effectivement, le sujet de la signature électronique est un vrai sujet. Parce que contrairement à une signature manuscrite, qui, une fois qu'elle est posée, n'y touche plus, bien, on peut toujours la falsifier, bien évidemment, en restant sur la normalité. Au niveau numérique, même si on ne touche pas à la signature, potentiellement, il faudra être capable de démontrer que cette signature était valide au moment où elle a été réalisée. Et lorsque vous avez cette question qui vous est posée 6 ans ou 7 ans après, des fois, ça peut être effectivement relativement compliqué si vous n'avez pas pris les mesures adéquates en amont. Donc là aussi, il y a beaucoup de sensibilisation à faire côté utilisateur. Et c'est des services, typiquement, au niveau Pineapply, on propose, parce qu'en fait, on pose même pas la question à nos clients. Dès l'instant qu'il y a des documents qui sont signés, on fait procéder à une validation de la signature et on conserve tout ça précieusement avec les audits TREL. Je crois qu'on a perdu. De telle sorte qu'on soit capable effectivement de démontrer la réalité de la signature, le cas échéant. Mais ce sont tous des sujets qu'il faut absolument prendre en compte en amont. Merci Jean-Marc. Alors, on a une question qui est arrivée dans le chat. Alors, j'en profite pour la poser tant que le sujet est sur la table. D'ailleurs, on rétropédale un petit peu, mais quelle devrait être la relation, s'il y en a une, entre une certification NF461 et un service d'archivage électronique qualifié? Le fait d'être certifié signifiera-t-il que l'on est d'office qualifié ou bien y aura-t-il des critères en plus? Alors, je peux vous répondre à ma façon, puisqu'en fait, on est qualifié en Principauté de Monaco. Et je peux vous expliquer ce qu'il y a comme exigence derrière la qualification Monégasque. Donc, pour être qualifié, il faut être certifié NF461. C'est une condition nécessaire. Donc, si on est qualifié, on est automatiquement certifié NF461. Mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'à Monaco, ils nous ont demandé d'être également certifiés prestataires de services de confiance au sens EIDAS. Ils nous ont demandé d'être audités en sécurité par un PASI, donc un prestataire auditeur de sécurité des systèmes d'information. Ils ont rajouté aussi l'exigence que l'on soit homologué en sécurité au sein de l'ANSSI. Et puis, au-delà de la NF461, ils ont rajouté des exigences quant à l'horodatage, qui en particulier doit être réalisé par un service tiers et doit être qualifié. Voilà. Ça fait beaucoup de choses en plus, mais encore une fois, ça se justifie par le fait que le gouvernement princier, en l'occurrence, prend une responsabilité lorsqu'effectivement la qualification est délivrée, puisque la qualification n'est pas délivrée directement par le service qui va vous auditer. La qualification est délivrée par un organisme gouvernemental qui se prononce au vu des contrôles qui ont été réalisés par l'auditeur. Et en l'occurrence, à Monaco, il demande à ce que la NF461 soit contrôlée par AFNOR Certification. C'est-à-dire que ce n'est pas une autre société de certification qui doit être absolument réalisée par AFNOR Certification. Voilà, donc ça pose effectivement beaucoup de contraintes. Alors je laisse parler Hervé sur la partie EIDAS parce qu'il connaît un peu plus les tenants aboutissants quant aux exigences qui vont être dans cette nouvelle norme. Alors sur la France, l'orientation n'est pas tout à fait la même. Enfin, elle va être la même dans le sens où, comme l'a dit Jean-Marc, en fait, on sépare au niveau de la qualification les exigences de sécurité des systèmes d'information, les exigences d'archivage. Donc en fait, le nouveau technical standard dont je vous ai parlé ne reprend que les exigences fonctionnelles d'archivage, et toutes les exigences de sécurité des systèmes d'information reportent à la norme
Etsy, c'est la 300, 419, 301, qui en fait a un espèce d'ISO 319 27001, 400. mais un peu 319 401, qui a une espèce d'ISO 27001, mais un peu plus high level, que doivent avoir tous les tiers de confiance, archivage, signature, etc. Donc en fait, il faut en gros 2 certifications, une certification de sécurité, une certification d'archivage pour avoir la qualification. Et aujourd'hui, on n'a pas de dispositif de pont entre la certification 461 et la qualification. Ce qu'on essaye de pousser, c'est que les audits 461 réalisés par Avenir Certification puissent appuyer les audits pour la qualification. En aucun cas, comme au Luxembourg, ça va être imposé au niveau européen. Pourquoi? Parce que c'est un cadre d'harmonisation au niveau européen et 461, c'est plutôt un dispositif français, quand bien même on peut l'utiliser à l'international, et c'est basé sur une norme française. Oui. Merci pour cet éclairage. Alors, pour poursuivre un petit peu sur le sujet, je pense qu'on peut difficilement parler d'archivage, d'accessibilité, sans mentionner évidemment le recours à l'IA, qui est particulièrement tendance en ce moment. Pierre, peut-être comment préserver la confidentialité et l'intégrité des documents et des données, malgré justement l'essor de cette technologie? Alors, d'abord, les fonds d'archives sont des données. En fait, ce sont des datas. Et donc, ce sont effectivement des sources d'alimentation, des sources d'utilisation pour effectivement l'IA, à la fois pour les entraînements, pour les interrogations, etc. Je pense que c'est quelque chose effectivement qui est indispensable d'avoir en tête, hein, c'est que les ingénieurs IA, aujourd'hui, ils sont en train un peu de pleurer parce qu'il manque de data. Et donc, ces data, ils ne veulent pas n'importe quelle data, ils veulent des data de qualité. Et donc, s'il y a des data de qualité quelque part, ce sont des data qui sont archivées. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles sont tracées, elles sont qualifiées. Comme le disait Jean-Marc, elles sont vérifiées en termes de signature, etc. Donc, il y a un certain nombre effectivement de cadres de confiance. Et là, on est vraiment dans la journée confiance, donc on est dans un cadre technique de confiance pour effectivement que ces données soient effectivement fiables, démontrables, traçables et donc utilisables. À partir de là, il y a effectivement à la fois les 2 technologies utilisées par l'IA, parce que c'est l'accès par l'IA en fait aux archives. La première qui est effectivement l'entraînement des LLM, c'est-à-dire l'entraînement des grands modèles de langage de façon effectivement à pouvoir générer des nouveaux textes, comme par exemple les actes dans les collectivités, les contrats dans une entreprise, etc. Et puis, il y a la deuxième formule qui est la formule de ce qu'on appelle la RAG, c'est-à-dire la capacité de pouvoir récupérer les informations et pouvoir ensuite accéder via une IA aux différents documents et contenus d'archivage. Donc voilà, ça c'est vraiment des points importants. Donc quand on parle d'accès archivage des datas, donc c'est l'accès par l'IA. Hervé, Jean-Marc, est-ce que vous voulez poursuivre un peu sur ce sujet? Enfin, oui, je voudrais rajouter un élément, c'est-à-dire ce que dit Pierre est tout à fait juste, notamment sur l'entraînement des modèles, mais ce n'est possible que sur des données librement communicables. Librement communicables, ça ne veut pas dire libre de droit, attention. Si je prends par exemple les archives nationales, on pourrait imaginer qu'un opérateur, je sais pas, Mistral, veuille entraîner ces données avec ceux des archives nationales, sous condition que les droits associés soient donnés. Pourquoi ça doit être librement communicable? Parce qu'en fait, ces données sources, en fait, ces bases de connaissances permettent de générer des réponses, je dirais, sur des corpus génériques pour l'ensemble des utilisateurs de l'IA. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on va avoir une entreprise privée, une administration, qui va avoir des données, parfois touchy, voire confidentielles défense. Il est hors de question que la moindre information qui est donnée à un modèle permette d'entraîner ce modèle. Donc nous, notre enjeu, il est plutôt là. C'est comment en fait on met en place de l'IA qui permet à la fois de personnaliser des réponses par rapport à des modèles génériques sur des use cases business très spécifiques à des clients et cloisonner en termes de droit. Parce que même au sein de l'entreprise, par exemple, vous avez une direction juridique qui veut aller faire poser une question sur l'ensemble de ces contrats. Il ne faut pas qu'un autre service puisse aller les voir parce qu'il y a un caractère confidentiel. Donc en fait, c'est effectivement, on va plutôt utiliser des technologies de type RAG qui vont faire ça et qui vont permettre en gros, d'aller rechercher des informations de personnalisation au moment de la requête
d'utiliser un modèle générique pour apporter des réponses. Et pour ça, il faut faire des traitements spécifiques sur ces fonds, des traitements d'indexation assez spécifiques qu'on appelle la vectorisation, et qui nécessitent quasiment de restocker l'ensemble des contenus en plus du full text dans d'autres modèles, etc. Donc il y a des coûts derrière. Ouais. Mais déjà, nous, l'orientation, elle n'est pas de faire, enfin chez Exilience en tous les cas, de faire de l'IA générique sur des modèles génériques, c'est concrètement d'arriver à personnaliser les réponses tout en ayant en gardant la confidentialité. Par exemple, dans notre produit qu'on appelle Marche Courrier, qui est très répandu dans l'administration aujourd'hui, on a un moteur qui permet d'associer, de réaliser des réponses à des courriers en fonction des demandes entrantes, personnalisées en fonction de toutes les réponses qui ont été faites sur une collectivité donnée. Et on a fait des benches par rapport à ce que donne un ChatGPT en standard, ça n'a rien à voir. Enfin, un ChatGPT répond des bêtises, pour être poli. Alors que nous, on a vraiment un contexte, non, attention relative à tel arrêté, une telle réponse, etc. Et on peut dire à l'utilisateur, non, tu t'es trompé, là, notre politique a changé, c'est ça. Et c'est ça, en fait, que souhaitent les clients aujourd'hui. Ouais. Sinon, vous êtes des copilotes, ça marche très bien, quoi, en fait. Ouais. Ça marche très bien copilote tous les autres, par ChatGPT ou... Ouais. Oui, non, la qualité effectivement des réponses et des accès est complètement démultipliée. Et de manière tout à fait claire, il y a une étude de l'UNESCO par Luciana Duranti qui a effectivement fait tous les tests nécessaires et avec des entraînements sur des corpus complètement différents les uns des autres, au niveau un peu mondial, puisque effectivement c'est une étude internationale et qui démontre que effectivement l'accès aux archives permet d'avoir une fiabilité de la réponse et de l'information, avec effectivement le respect évidemment de l'en connaître pour éviter les compromissions dès qu'on parle effectivement de sécurité, d'accès sur des informations réservées, etc. etc. Donc ça, c'est tout l'enjeu de l'archivage électronique. Aujourd'hui, c'est clair. Mais au-delà de l'archivage, il y a une autre piste, on n'en parle pas beaucoup, qui est ce que permet l'IA en termes d'indexation aujourd'hui. Et il existe notamment des modèles de vision qui permettent d'aller rechercher des informations dans des documents complexes, voire avec des cursifs, comprendre ce qu'il y a dans des courbes, des schémas, enfin, et des choses qui donnent des capacités d'indexation énormes, en fait, qu'on ne savait pas faire jusqu'à présent, et qui permet de vraiment mieux valoriser les contenus, en fait, les contenus d'archives. Voilà, donc on va être meilleur sur l'indexation. Par exemple, aujourd'hui, le métier de rédaction de notices que fait un archiviste, notamment du public, va rédiger des notices. Je pense qu'il y a des vraies aides qui peuvent être apportées par l'IA autour de ça. Peut-être qu'à terme, l'archiviste va plus rédiger les notices, mais apprendre à l'IA à les rédiger. Ça, quand on dit ça, je suis un peu blasphématoire, ça fait un peu peur, mais je pense qu'on va aller dans ce domaine-là. Souvent, on dit non, je veux rester à rédiger mes notices à la main. Auquel cas, c'est les amorticiens qui vont un peu comme l'archivage qui vont prendre la main en dire non, je sais le faire automatiquement et beaucoup plus vite. Soit l'archiviste doit reprendre ses technos en main en se disant comment j'apprends à l'IA à décrire proprement. C'est ça. Et ensuite, ces descriptions serviront à d'autres IA. Ces descriptions serviront à d'autres IA pour les recherches. L'archiviste 2.0, il doit obligatoirement se former et monter en compétence avec son IA. Et donc, effectivement, ça fait partie effectivement des formations de certaines compétences pour faire monter en compétence effectivement l'archiviste 2.0. C'est pour ça que j'encourage fortement les archivistes qui sont dans cette webconf à demander des formations dessus. Parce que ce qu'on avait vu à la genèse de l'archivage électronique, c'est qu'il y a les mêmes peurs un peu de dire moi je suis dans mon papier, j'arrive à l'électronique, et en fait je ne me saisis pas de ça, je ne me forme pas, et en fait c'est les informaticiens qui ont pris la main. Donc il ne faut pas renouveler ça, il ne faut pas en avoir peur, il faut rentrer dedans, il faut la comprendre. Et je suis persuadé que l'archiviste peut avoir énormément de valeur ajoutée et beaucoup plus qu'un informaticien parce qu'il connaît mieux les contenus, il connaît mieux les contextes, etc. Donc il y a une place à prendre, mais il faut la prendre. C'est ça le message. Elle ne viendra pas tout seul, il y a d'autres personnes qui vont les saisir. Message passé, c'est clair. Je suis désolé de faire un peu peur. Mais c'est ce que je pense. Voilà, c'est un sujet d'actualité où on peut difficilement passer à côté. On pourrait en parler encore longtemps, mais malgré tout, on a un timing à respecter, entre autres pour laisser nos participants aller manger quand même. Pour poursuivre un petit peu, est-ce que vous auriez, Hervé, Jean-Marc, des exemples concrets d'organisations que vous accompagnez sur ces sujets d'archivage, d'IA, etc., qu'on a évoqué précédemment? Quelles sont les solutions qui ont été mises en place? Pour quels usages, quels bénéfices? Peut-être Jean-Marc pour donner un peu le change.
Oui, oui. Et juste avant de répondre à l'interrogation, j'abonde dans ce que vient de dire Hervé des archivistes. Moi, je m'étais adressé à eux il y a bien 10-15 ans en leur disant que l'archivage électronique était un moyen pour eux de valoriser leur travail au niveau de la direction générale pour effectivement influencer dès le départ les données et les documents de telle sorte que, effectivement, lorsqu'ils sont en position d'archive, on dispose déjà de toutes les informations. Et il y a vraiment un véritable challenge. Également par rapport à ce qui a été dit, c'est vrai qu'au niveau de l'IA, le challenge et au-delà du challenge, la difficulté qu'on rencontre en matière d'archivage électronique, c'est pour respecter la souveraineté. Donc ça veut dire que, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on répond au niveau de PayNFI, on embarque les moteurs d'IA. Et là, il y a deux voies, c'est-à-dire soit on embarque un moteur très très généraliste, mais qui va nécessiter des puissances de calcul assez considérables, soit la solution qu'on a adoptée là, avec un de nos clients, c'est de travailler plutôt sur des modules d'IA qui sont spécialisés sur un sujet donné, qui sont déjà pré-entraînés en partie et qui donnent relativement vite des très bons résultats. Et comme le disait Hervé, au fur et à mesure que ces moteurs sont utilisés, ils sont dans un contexte bien précis, un périmètre bien défini, et ils en sont d'autant plus performants au fur et à mesure effectivement que le dispositif fonctionne. Et ce que disait Hervé tout à l'heure, je partage à 300%, c'est-à-dire qu'au niveau archiviste et responsable dans l'entreprise, il faut surtout ne pas avoir peur de l'IA. L'IA, on en parle depuis longtemps, ça existe depuis les années 80, voire avant, on parlait avant de système expert, mais il faut reprendre la main et arrêter effectivement de se faire driver par des outils. C'est à nous effectivement de prendre la main là-dessus, et en tant qu'archiviste, il y a effectivement énormément à gagner pour utiliser un outil qui est effectivement extrêmement puissant, qui est l'IA. Parce qu'au-delà de la capacité à retrouver les documents, là je reviens sur mon sujet qu'on vive avec un de nos clients, son objectif c'est évidemment de retrouver très facilement des documents, mais il a également la volonté de pouvoir traiter certains de ces documents, demander au-delà des synthèses, comme c'est dans le domaine médical, mais faire des analyses par pathologie, par type de patient et autres. Et c'est vrai que l'IA à ce niveau-là, c'est quelque chose de fabuleux à partir du moment où on le maîtrise et où on est effectivement extrêmement vigilant sur la partie sécurité. Et les gains attendus, il y a évidemment la meilleure accessibilité parce que vous allez retrouver très facilement vos documents. Il y a un gain de temps, bien évidemment. Et par contre, là, il y a toujours un sujet qui est le sujet de gouvernance qui a déjà été évoqué plusieurs fois. Faire attention que ce n'est pas l'IA qui va faire en sorte que l'information sera meilleure en termes de qualité. Tout dépend effectivement de l'information de base sur laquelle vous allez travailler. Et là, il y a encore effectivement beaucoup de travail à réaliser. Et donc des exemples d'organisations que vous accompagnez sur ces sujets? Alors, exemple voilà, l'objectif pour un de nos clients, il était il est toujours très exigeant. Il m'a dit, moi, je veux supprimer les frontières que j'ai des archivages. J'ai un système d'information, je veux pouvoir travailler sur le système d'information dans sa globalité. Je veux absolument me faire aider d'IA, mais je ne peux pas avoir des puissances de calcul phénoménales. Donc, d'où cette idée, effectivement, de travailler sur des IA très spécialisées, évidemment, qui peuvent fonctionner même sur un PC. Donc, c'est assez surprenant, d'ailleurs, quand on voit ça fonctionner. Mélanger les deux modèles de LLM et de RAG, puisque le RAG, c'est quand même important pour toujours vérifier qu'on est en adéquation avec les évolutions, en particulier lorsqu'on s'appuie sur des textes réglementaires, voire légaux. L'autre exigence, c'était de maintenir la confidentialité des données gérées, environnement médical. Il avait posé aussi la question de gérer les modes hybrides, avec l'introduction d'une numérisation fidèle, et puis les gains attendus, ce que je viens d'évoquer il y a 3 minutes, c'est meilleure accessibilité côté utilisateur, c'est-à-dire qu'il cherche un document, il est sûr de le trouver, quel que soit l'endroit où il est. Le gain de temps, bien évidemment, et puis surtout cette notion d'exploitation de l'information qui effectivement est l'apport réel, pour un certain nombre dont je fais partie, de l'IA, cette capacité effectivement à analyser, je dirais, des documents et faire gagner énormément de temps, étant entendu que ce n'est pas pour autant que la réponse de l'IA est une réponse absolue. Il faut toujours rester extrêmement prudent par rapport à ça et penser à croiser les informations dans la mesure du possible par rapport à ce type de résultat. Merci Jean-Marc. Est-ce que, Hervé, vous avez aussi des exemples à nous partager un petit peu en la matière?
Oui, en fait, nous, on a une approche de R&D qui est basée sur 3 cas d'application qui sont l'extraction, la recherche et la réponse, en fait. Il y a un peu de fond, je ne sais pas si c'est toi, Jean-Marc. Ouais. Non, c'est Il y a, pas moi. sur, Je sur la, m'entends. par- sur la partie réponse, j'ai parlé d'expérience qu'on avait sur Marche Courrier. Donc là, c'est un ensemble de collectivités qui peut l'appeler. On a sur la partie extraction des demandes, par exemple, je ne peux pas citer les clients, je suis désolé, mais sur un opérateur de réseau qui va chercher des contrats sur un ensemble de contrats de servitude, de faire un traitement très particulier d'extraction. C'est compliqué, un contrat de servitude, ça peut faire 50, 100 pages, mais qui veut extraire beaucoup d'informations de contenu pour pouvoir faire des retraitements et des recherches en langage naturel dessus. Et sur la partie recherche, on travaille sur une évolution de notre produit pour les notaires, enfin pour les études de notaires, qui permet pareil de faire des recherches en langage naturel sur l'ensemble des fonds qui étaient historiquement en papier et qu'on a numérisés, mais également qui ont été produits via les logiciels de notaire en natif et qui permet de dire, par exemple, quels sont les ayants droit de telle personne et qui va aller rechercher l'information dans plusieurs documents, vous donner la réponse et vous présenter exactement à quel endroit c'est dans un document, peut-être 200 pages, pour pouvoir aller vérifier rapidement. Ouais, vous voyez, donc c'est l'application qui permet de gagner en productivité sur des recherches un peu poussées sur des documents complexes. Ouais, ce que je constate dans tous les accompagnements qu'on fait effectivement sur les SAE, c'est deux choses. La première chose, c'est effectivement que il y a encore dans les SAE extrêmement peu de volume, trop peu de volume en fait au regard d'un dispositif qui est mis en place. Et donc, il faut privilégier des flux automatiques. Et qui dit flux Oui. automatique à partir des applications métiers, ça veut dire connecteur, orchestrateur. Et donc on introduit effectivement un peu de technique là-dessus, mais ça fait partie effectivement de la montée en compétence des archivistes aussi, hein, puisque effectivement c'est des versements automatiques à mettre en place. Donc ça c'est une première chose. Puis la deuxième chose, c'est que imaginez qu'on installe un SAE par organisation, ça, c'est du pur esprit et ça aurait un coût absolument considérable, écologique comme financier, hein, d'ailleurs, il y a les deux. En revanche, on peut tout à fait mutualiser et preuve en est effectivement au niveau de Xeliance ou au niveau de Panaply qui permettent effectivement de la mutualisation pour plusieurs entités, plusieurs clients. Et c'est exactement la même chose au niveau de certains services publics qui ont mis en place des systèmes de mutualisation. Donc, un SAE, en principe, effectivement, doit être très avantagé en termes de mutualisation. Donc voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on voit sur le terrain et au fur et à mesure, effectivement, des accompagnements qu'on fait, que ce soit en cadrage ou que ce soit effectivement dans l'appui à la réalisation. Pierre, justement, puisque tu as la parole, je te garde un petit peu. On a beaucoup parlé d'archivage de documents précédemment. Quid des bases de données? Comment les archiver indépendamment justement des documents? Alors c'est un sujet qui existe depuis très très longtemps avec des débats philosophiques ou des débats archivistiques où une base de données, c'est quoi? C'est un ensemble effectivement de données structurées avec effectivement des modèles de structuration de données. Le sujet, c'est est-ce que une base de données en mode à plat, bien documentée, ça correspond à un document et donc si effectivement elle est archivée, on l'archive comme un document. Alors, aujourd'hui, là, on est en train de travailler là-dessus sur le projet européen qui s'appelle IARC, qui fait partie des blockchains européens. Et donc, il y a le modèle SIARD qui nous vient de nos amis suisses, qui effectivement propose des modèles d'archivage, des modèles de versement des systèmes effectivement de base de données. Donc voilà, c'est un éclairage et donc ce sont des modèles qui existent, qui sont opérationnels et qui sont effectivement à chaque fois à regarder et à intégrer dans la politique d'archivage, évidemment. Merci beaucoup. Alors, en ouverture, peut-être, avant de conclure, de prendre peut-être des questions parmi les participants, comment l'archivage électronique répond aussi à des enjeux de réduction de l'empreinte carbone, Pierre, pour garder un petit peu. Là, alors, peut-être, Fabien, peut-être, est-ce que tu peux afficher en fait
le petit comparatif que je voudrais partager parce que c'est pas évident d'en parler d'un point de vue C'est uniquement celui-ci? oral. Bon, comme vous le savez ou vous le savez pas, mais en tout cas, on vous passera effectivement le lien. On a travaillé depuis 4 ans sur un référentiel de calcul de l'empreinte carbone sur les différents éléments, différents composants d'un système de gouvernance de l'information. Et donc, évidemment, dans cette gouvernance, il y a l'archivage électronique. Alors, pour pouvoir comparer des éléments, ce que j'ai voulu, c'est comparer l'équivalent de 1 mégaoctet avec une conservation sur 5 ans et sur une valeur basse, parce que ben, autant effectivement avoir un référentiel. Alors, stricto sensu, déjà, il y a un élément contre-intuitif. Le papier est hyper plus émissif que l'électronique. Vous voyez, toujours l'équivalent, hein, c'est 1 mégaoctet sur 5 ans. Donc, l'équivalent en classement papier, on est à 2,5 kg. Donc, on est à 51 fois plus que la GED. Et l'archivage papier, 54 grammes, donc pour toujours ce 1 méga pendant 5 ans. Et donc, on est à 67 fois un SAE standard électronique sans alternative de type microfilm ou stockage offline, etc. Donc, un SAE, je dirais, standard. Donc, si on compare maintenant électronique versus électronique, les messageries, donc les messageries, on a une moyenne de 14,4 boîtes aux lettres pour conserver effectivement un document, hein, puisqu'il n'est pas dans un seul ou deux repositories, mais il est effectivement envoyé et il est stocké. Donc, on est sur 244 grammes en valeur initiale. Si on enregistre effectivement le même objet dans une GED et que lorsqu'on a besoin de communiquer, on met des liens en fait qui permettent d'accéder à la GED, on descend effectivement on minore de 13 fois, donc on est à 17,7 grammes. Et si effectivement ensuite et là on est vraiment dans un cycle de vie, hein, email, qui est la mauvaise pratique, la GED et ensuite l'archivage électronique, on descend toujours pour le 1 méga pendant 5 ans, on est sur le 0,8 grammes. Donc, même sans compter le offline, etc., parce qu'on peut baisser, on peut aller encore plus bas, on est effectivement à 22 fois moins qu'une GED et à 300 fois moins qu'un email. Donc voilà, je voulais partager effectivement cela sur le fait que très clairement un SAE est éco-responsable. Et si en plus votre système d'archivage est bâti sur des data centers eux-mêmes éco-responsables, s'ils ont des PUE extrêmement bas, là vous pouvez encore baisser de manière assez significative votre empreinte carbone de la donnée qui est conservée. Donc voilà, je voulais vraiment partager cet élément et vous aurez effectivement tous les détails avec le calculateur que Fabien vous met en lien. Super, ben merci beaucoup Pierre. Merci à tous les trois pour toutes ces expertises. Je vois Hervé que vous avez répondu déjà à quelques questions dans le chat, c'est super. On avait aussi une autre question qui était arrivée pendant que vous parliez. Comment s'assurer que le SU n'accède pas aux données, ne les copie pas sur un système d'information qu'il domine en accès? Je ne sais pas si éventuellement vous pouvez prendre la question ou pas. Pardon, la question, j'ai pas entendu, excusez-moi. La question c'était comment s'assurer que le SU n'accède pas à vos données, ne les copie pas sur un système d'information qu'il Oui. domine en accès. Ce qu'on peut peut-être dire tout simplement, c'est qu'un système d'archivage électronique, ça repose sur le modèle OAIS et que le modèle OAIS définit effectivement tous les droits d'en connaître et tous les droits de manipuler effectivement les données. Jean-Marc en parlait précédemment sur effectivement que l'administrateur n'a pas les autorisations pour manipuler même copier en fait les données sur un autre système sur lequel il aurait les droits, par exemple. Ça, c'est vraiment le composant de base d'un système d'archivage avec l'architecture de type OAIS.
Merci pour cette réponse. Peut-être, c'est pas une question qui a été posée, mais en tout cas qui transparaît à travers les commentaires des participants en termes d'accompagnement au changement, justement. Comment accompagner un petit peu, comment convaincre sa hiérarchie sur eh bien, la nécessité de se doter de solutions d'archivage adaptées. Quels seraient un petit peu les conseils que vous pourriez donner, Hervé et Jean-Marc, Alors, pour je pourrais convaincre me les permettre décideurs? de répondre. Je pense que l'archivage électronique, il faut essayer, dans la mesure du possible, et là on sort de l'archivage public, mais tordre le cou à des idées qui, dans l'entreprise, ne sont pas forcément très bonnes concernant l'archivage, qui est vu comme un mal nécessaire. Je n'ai pas peur d'utiliser ces mots-là dans la majorité des cas. Et la façon d'intervenir, c'est justement grâce à l'archivage numérique, de montrer qu'à travers l'archivage numérique, on peut avoir effectivement des résultats très intéressants quant à la possibilité justement d'exploiter les données qui sont dans l'archivage, contrairement effectivement à un système papier qui est quand même beaucoup plus difficile en termes d'accès. On voit aujourd'hui de plus en plus de projets, je pense que Pierre en a aussi, où vous avez des archivistes qui viennent nous voir, qui me disent, ben moi j'ai un fonds documentaire papier, combien ça me coûterait pour pouvoir le numériser, de telle sorte qu'après je puisse l'exploiter à partir du moment où il sera effectivement dans un système d'archivage électronique. Donc il y a ce côté exploitabilité et tordre le cou effectivement au fait que l'archivage, c'est quelque chose qui est quand même très utile et ce n'est pas uniquement pour répondre à des besoins légaux et réglementaires, ce qui est le cas aussi, mais pas uniquement. Et le numérique est un moyen de valoriser pleinement cette notion d'archivage électronique. Hervé, si vous vouliez compléter. Moi, je termine. Je pense que effectivement, on est effectivement sur l'argument réglementaire, mais qui ne fait pas rêver, hein, parce que c'est des surcharges de coûts. Mais je pense qu'il ne faut plus voir l'archivage électronique comme une prestation autonome, mais il faut le voir dans un écosystème global. Par exemple, vous avez des fonds documentaires qui sont dans un SharePoint avec des documents qui ont 15 versions différentes avant d'arriver à la version aboutie. Vos stocks énormes gonflent, et puis à un moment, Microsoft vous envoie une facture de dépassement. Et là, ça commence à être cher. Sachant que vous ne comptez pas les coûts induits, de dire comment vos utilisateurs vont chercher le bon doc au bon moment, 10 ans après, parce que plus personne n'a les accès, qu'il y a des risques de fuite d'informations. Donc en fait, se dire, je mets des démarches un peu de record management en me disant, je mets bien au chaud et je structure bien ce qui est important. Je ne dis pas qu'il faut tout archiver, mais au moins arriver à détecter et collecter ce qui est important et bien le sécuriser. Je pense qu'il y a des gains de productivité, des gains économiques sur le stockage, voilà, on peut valoriser ça. Également des gains sur l'élimination. Attention, souvent dans ce qu'on voit dans les fonds qui ne sont pas dans des SE ou des GED, il n'y a pas de gestion du cycle de vie. Donc en fait, vous avez gardé pendant 30 ans des choses qui auraient dû être éliminées 20 ans avant. Donc quand vous regardez tous les coûts induits, en fait, c'est pas si cher que ça. Je dirais qu'en termes de... En fait, je dirais que c'était pas cher avant. Excusez-moi pour finir. Je dirais que c'était pas très cher avant, mais quand vous voyez l'augmentation des volumes aujourd'hui, ça devient problématique. Là, on a vraiment un problème d'infobésité. Et là, la question, elle se pose. Moi, j'ai des clients ou prospects là, qui sont des beaux groupes dans la construction. On parle en millions d'euros, hein, les stockages. Et là, la DSI commence à dire, oh là là, il y a peut-être quelque chose à faire, il faut faire le ménage. Vous vous souvenez, avant, quand on avait tout dans les répertoires réseau, à un moment, la DSI vous appelait en disant, attention, tous les serveurs sont saturés, il faut faire le ménage. Parce qu'ils ne voulaient pas réinvestir. Mais on est exactement dans le même sujet, mais x10 ou voire plus que x10. Oui, complètement. D'un point de vue, il y a deux éléments essentiels. Il y a le premier élément qui est effectivement des gains financiers de manière tout à fait considérable. Et Hervé, c'est ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire traiter des vracs, traiter des versements, conserver des documents juste le temps qu'il faut et pas davantage. Alors, en revanche, ceux qui doivent être conservés à très long terme ou à long terme, ou à moyen terme, ça c'est effectivement extrêmement efficace, hein. Alors que effectivement, sinon ça encombre avec effectivement des coûts d'exploitation qui sont énormes, que ce soit dans les jets, dans les messageries, dans les répertoires, etc. Et le coût du matériel rapide, il est effectivement exponentiel. Quand on prend effectivement des 365, etc., le Tera ou les Tera complémentaires sont extrêmement chers, en fait, hein. Donc, du coup, on est vraiment sur des réductions financières. Ça, c'est vraiment
premiers éléments. Et deuxième élément, bah, c'est ce que je viens effectivement d'exposer ou de partager avec vous, c'est-à-dire réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, globalement, on est très clairement sur la RSE et donc sur contribuer à la RSE. Alors, la CSRD, on est sur la double matérialité, c'est-à-dire on est sur cette réglementation européenne qui permet effectivement d'évaluer une entreprise comme une organisation, alors privée dans un premier temps, probablement publique dans un deuxième temps, sur effectivement une première matérialité qui est effectivement les finances, c'est-à-dire les bilans financiers, etc., etc. Et puis, deuxième élément, sur la RSE. Et donc, ça compte pareil, ça va compter pareil, en fait. Et l'archivage électronique, en toute proportion gardée, on est bien d'accord, ce n'est pas magique non plus, eh bien, va contribuer déjà à réduire les coûts et aussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, je voulais... Le petit mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois, en tout cas pour cette session très intéressante et qui conclut une matinée du reste très intéressante également. Un petit mot pour rappel sur le programme de cet après-midi. Vous pourrez retrouver mon comparse Éric Leven dès 14h pour parler de facture électronique, comment bien choisir sa plateforme PDP. À 14h45, une session sur la fraude documentaire et les techniques de vérification d'identité. Et enfin, session de clôture à 15h30 sur le social engineering. Donc, vous pourrez en découvrir davantage. Je vais vous partager de toute façon le lien pour vous renvoyer vers le programme détaillé. N'hésitez pas à vous y référer et nous nous retrouverons donc à 14h. Merci en tous les cas à tous les trois et merci à tous nos participants. Merci à vous. Merci. Merci, bon appétit à Bonne tous. journée. Merci, À bientôt. à bientôt. Au revoir.